Il s'agit donc d'un texte de Maurice Barrès, qui joue, comme vous le savez, un rôle très important dans l'histoire de l'Action française, par rapport à Maurras, dans l'histoire de la droite politique en général, dans l'histoire des lettres françaises. Il a un rôle tout à fait saillant. Olivier, vous en parlez tout à l'heure. Donc voilà, il a une œuvre considérable en qualité et en quantité, mais il fait une seule pièce de théâtre, c'est celle-ci, donc Une journée parlementaire, qu'il va, Olivier va vous en parler en détail très bientôt, qu'il écrit un peu en réaction à la situation qui est la sienne et qui va entraîner toute une série de conséquences politiques qui sont probablement pour quelque chose dans la poursuite de son engagement et voilà, dans l'évolution de toute une partie de ceux qui l'entourent. Voilà. Olivier va vous en parler savamment et brillamment, donc je le laisse tranquille pour ça, mais juste une seconde pour le présenter. Donc Olivier Côté, alors en me demandant ce que j'allais pouvoir vous dire sur lui, je me suis souvenu d'une chose qui est assez amusante et assez émouvante, je trouve. C'est que ça fait, je pense, 40 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés sur les bancs de la fac de droit de Rouen. Moi, j'étais déjà militant à l'Action française. J'étais le responsable de la section d'AF de Rouen. Et on a commencé à discuter. Je me suis aperçu que Olivier n'était pas tout à fait rétif à certains de mes argumentaires. À l'époque, il était plutôt du côté d'un monsieur qui n'a qu'un œil depuis longtemps. Mais voilà, j'ai quand même réussi à le hisser vers l'Action française et vers la pensée maurassienne. Dans le cadre de cette section d'Action française de Rouen de l'époque, qui était pas très nombreuse, mais qui était vraiment très enthousiaste, avec des individualités extrêmement intéressantes et brillantes. Et voilà, il a évidemment trouvé sa place rapidement. Ensuite, on a poursuivi ensemble nos études de droit et d'histoire du droit. Lui-même, on a fait un débat d'histoire du droit tous les deux à Paris en même temps. Lui ensuite a poursuivi vers la carrière judiciaire en devenant avocat, bâtonnier de son barreau, etc. Moi vers l'université. Mais voilà, on ne s'est jamais totalement quitté de vue. On s'est retrouvés relativement, il n'y a pas très très longtemps, avec beaucoup de plaisir. Et voilà, c'est comme les vrais amis. Vous connaissez bien le système. On a l'impression qu'on les a quittés la veille au soir ou il y a une demi-heure. Ben, voilà, c'est l'effet que ça m'a fait. Et voilà, c'est pour ça que je suis très heureux qu'ils prennent la parole devant vous aujourd'hui pour vous présenter ce texte qui est très original, très intéressant et qui nous parle beaucoup, je dirais qu'il nous parle beaucoup, notamment en ces jours-ci où le Parlement fait à nouveau des siennes, comme vous le savez, et qui va en faire à nouveau très bientôt, lundi prochain, en se réunissant en congrès pour enfin inscrire dans la Constitution de la France quelque chose qui était indispensable, c'est-à-dire la garantie etc. Je laisse la parole à Olivier pour sa conférence. Bonsoir à tous. Alors, c'est effectivement amusant que tu rappelles que nous nous connaissons depuis 40 ans, puisque j'avais l'intention effectivement de le dire également, et de préciser que c'était quand même assez vertigineux. Bon. Donc, merci à tous d'être présents pour manifester votre intérêt pour Maurice Barrès. C'est quand même assez rare, même 100 ans après sa mort. Je remercie également évidemment le Cercle de Flore de nous inviter, les éditions de Flore qui ont œuvré pour la réédition de ce petit livre, puisque comme vous le savez, on en a un peu entendu parler l'année dernière, et le bien commun en a été également l'artisan. Je viens de le voir avec le numéro du mois de novembre dernier. Il y a 100 ans, le 4 décembre dernier, mourait Maurice Barrès. Il était important, évidemment, pour le Cercle de Flore, dans la nébuleuse de l'Action française,
de manifester son expression à cette occasion, puisque, vous le savez sans doute, si Maurice Barrès n'a pas appartenu formellement à l'Action française, il a été un ami, alors non pas de 40 ans, parce que malheureusement il est mort avant, mais pendant près de 40 ans néanmoins, au moins une trentaine d'années, de Charles Maurras. Et ils ont notamment nourri une correspondance très riche, qui a d'ailleurs été publiée et qui mériterait peut-être de l'être à nouveau, La République ou le Roi. Barrès, je vous le repréciserai tout à l'heure, étant considéré comme l'un des principaux fondateurs du nationalisme français comme courant politique, et bien évidemment Maurras étant l'un des principaux également. Alors, je disais donc que le Cercle de Flore, les éditions de Flore, ne pouvaient pas rester inactifs à l'occasion de ce centenaire. Il y a eu quelques manifestations, notamment éditoriales, une biographie très intéressante d'un historien, un universitaire plutôt littéraire, Emmanuel Godot, qui a consacré sa vie à Barrès et qui a publié au printemps dernier une excellente biographie. Il y a eu un numéro de la revue Livre Arbitre, qui est une excellente revue que vous connaissez peut-être, qui a été consacrée également à Barrès. Il y a eu donc diverses publications intéressantes. Les éditions de Flore auraient pu, par exemple, rééditer les textes de Maurras sur Barrès, qui ont été publiés il y a bien longtemps dans Maîtres et témoins, un des derniers ouvrages de Maurras. Mais finalement, on a fait le choix, et Frédéric en est l'artisan principal, de s'intéresser à un texte oublié, cette pièce de théâtre qui s'appelle « Une journée parlementaire », qui a été publiée en 1894, il y a quasiment 130 ans aujourd'hui, qui n'a pas été rééditée par la suite, sauf dans les œuvres complètes de Barrès à l'Honnête Homme, mais c'est quasiment introuvable, même quand on est richissime, pour s'offrir la collection. Et à moins d'aller sur Internet, sur le site Gallica, ce qui est quand même sur un écran beaucoup moins sympathique que de pouvoir feuilleter dans son fauteuil un joli petit livre, c'était effectivement une excellente idée que de republier ce texte qui, je vous le disais, non seulement est oublié, mais a une histoire très intéressante. Alors, à cette occasion, je vais vous parler de cette pièce. Je vais d'abord vous parler on va faire un petit survol de L'Homme et l'œuvre Maurice Barrès, très rapidement. Ensuite, les circonstances dans lesquelles la pièce a été écrite, parce que c'est particulièrement important pour comprendre l'intérêt de cette pièce. Et puis ensuite je vous présenterai la pièce sans bien évidemment en dévoiler le contenu de manière précise, puisque je réserverai ce plaisir à votre lecture, puisque en plus c'est une lecture haletante et avec beaucoup de suspense. Donc je m'en voudrais évidemment de le dévoiler. Les morts tendent les mains aux vivants, disait Maurice Barrès, c'est dans un célèbre discours intitulé « La terre et les morts ». Effectivement, on peut retenir cette formule pour se livrer à ce petit exercice de commémoration. Alors, L'Homme et l'œuvre. Bon, je vais peut-être pas vous apprendre grand-chose, mais ça permet quand même de resituer le texte et l'œuvre. Il est né en 1862 à Charmes, en Lorraine.
Il va évidemment connaître les affres de l'invasion des Prussiens en 1870. Il les a vus passer dans son village. Certes, Charmes est resté dans la partie de la Lorraine demeurée française, mais ça a été évidemment un événement marquant pour Barrès, comme tous les jeunes garçons ou les jeunes femmes qui sont nés dans ces années-là. Maurras d'ailleurs, même s'il est un peu plus jeune, Maurras né en 68, a également été très marqué par cet événement. Très rapidement, après des études au lycée de Nancy, il arrive à Paris en 1883, donc il a tout juste 20 ans. Officiellement, c'est pour terminer ses études de droit, parce que son père voulait qu'il soit notaire, mais c'était surtout pour se lancer dans le bain de la littérature qu'il a voulu aller à Paris, car Barrès s'était effectivement piqué de littérature depuis son plus jeune âge. Il va commencer dans différentes revues, il va même d'ailleurs créer sa propre revue, qui s'appelait Les Taches d'encre, qui va connaître quelques numéros, écrits de la première jusqu'à la dernière ligne par lui-même. Et son premier roman va être publié en 1888, ça s'appelle Sous l'œil des barbares. C'est un roman qui a marqué tous les jeunes, enfin beaucoup de jeunes gens de ces années-là. C'est le premier volume de ce qui va s'appeler la trilogie du culte du moi. Et c'est ce premier volume qui va en faire, l'expression date du début des années 1890, le prince de la jeunesse. Puisque toute la jeunesse, enfin en tout cas une grande partie de la jeunesse intellectuelle est à cette époque marquée par ces textes, ce style qui apparaît comme étant tout à fait nouveau, tout à fait rafraîchissant. Et Maurras, par exemple, raconte dans Maîtres et témoins qu'il a découvert le volume Sous l'œil des barbares en allant chercher un autre livre qu'il n'a pas trouvé dans une librairie, et donc en sortant, c'était passage Choiseul, il était bloqué parce qu'il y avait la pluie et il est resté pendant 2 heures debout à lire ce livre qui l'a littéralement subjugué. D'ailleurs, en 1891, une revue littéraire qui s'appelait La Plume a consacré un numéro exceptionnel à Barrès, dans laquelle on peut lire que, à l'époque, il est, je cite, certainement le prosateur le plus populaire dans les lycées. Donc, ça donne une idée quand même de la notoriété qu'il pouvait avoir sur le plan littéraire dès ce moment-là. Mais il n'est pas seulement un jeune écrivain prometteur et adulé. À peu près à la même époque, il est déjà engagé en politique. La fin des années 1880, c'est notamment l'épisode du boulangisme, et Barrès est un fervent supporter du général. Il va d'ailleurs commettre dans une revue réputée à l'époque qui s'appelle la Revue Indépendante, dans le numéro du 1er avril 1888, un article très élogieux sur le général Boulanger. Et dans cet article, il indique notamment que il considère que Boulanger est, je cite encore, l'homme fort qui ouvrira les fenêtres par où les bavards seront précipités et l'atmosphère renouvelée. Bon. L'année d'après, en 1889, il se présente aux élections législatives dans une des circonscriptions de Nancy, et il va être élu député, à la fois avec les voix des ouvriers de la circonscription, également avec l'argent des monarchistes,
qui le soutiennent à l'époque. C'est vrai qu'au XIXe siècle, les deux ont souvent été de pair. Il va se retrouver donc un des plus jeunes députés élus à la Chambre, hein, il a 27 ans à cette époque-là, mais ils ne sont qu'une trentaine de députés boulangistes et alors il va siéger d'ailleurs dans les rangs boulangistes plutôt à l'extrême gauche de l'hémicycle, hein, avec des roulettes notamment, et ils vont avoir effectivement une action assez discrète puisque quand on est 30 dans un hémicycle de, je ne sais pas s'il y avait 577 députés comme aujourd'hui, mais sans doute pas loin, on ne pèse pas beaucoup. Et par conséquent, son premier mandat, 1889-1893, ne va pas être très marquant sur le plan de l'action parlementaire, ce d'autant plus que si Barrès est un brillant prosateur, il n'est pas un excellent orateur. Mais pendant cette période-là, il continue à écrire et son œuvre littéraire se développe puisque les deux volumes suivants du Culte du Mois vont être publiés. Un homme libre en 1891, suivi du Jardin de Bérénice, puis ensuite il publie un autre roman en 1893, L'ennemi des lois. Donc c'est, me semble-t-il, l'une des caractéristiques principales de Maurice Barrès, c'est à la fois un écrivain de haut niveau et de manière prématurée, hein, et un homme engagé dans l'action politique, à la fois d'ailleurs comme parlementaire, mais également comme journaliste, puisque c'est une troisième facette que j'ajoute à son portrait. Il a publié de très nombreux articles, notamment sur le thème politique, dans le Figaro, dans un quotidien qui s'appelait Le Journal, dans l'Écho de Paris, dans un autre quotidien qui s'appelait La Cocarde, dont il va d'ailleurs être le directeur pendant quelques mois, entre septembre 1994 et mars 1995, et un journal qui va d'ailleurs réunir des plumes de diverses horizons, dont celle de Charles Maurras également. Donc c'est dire que écriture, littérature plus précisément, et engagement politique sont chez lui véritablement indissociables, et du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Alors, il n'est pas réélu en 1893, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est important pour les circonstances de la création de la pièce, mais il ne renonce pas et tous les 4 ans, il va se présenter à nouveau, et en 1906, ce sera une grande année pour lui, vous allez voir. En 1906, il est élu député, alors cette fois-ci à Paris, non loin d'ici, puisque c'est dans la circonscription des Halles qu'il est élu député, et il le restera jusqu'à sa mort, puisque quand il est mort, on peut dire brutalement, d'une crise cardiaque en 1923, eh bien, il était à cette époque-là député en exercice, donc dans la Chambre Bleu Horizon. Je disais que 1906 fut une grande année pour lui, puisque c'est effectivement l'année où il est également élu à l'Académie française. Donc, son œuvre littéraire va se développer pendant toutes ces années-là parallèlement. Je ne fais que citer, bien évidemment, à l'occasion de ce survol, 1897, c'est Les Déracinés, hein, un de ses principaux romans. 1900, L'Appel aux soldats. 1902, L'heure figure, qui est consacré au scandale de l'affaire de Panama. Ces 3 romans
constituant finalement sa deuxième trilogie, qui est connue sous le nom du roman de l'énergie nationale. Il y aura d'autres trilogies, notamment Les Bastions de l'Est, puisque nous sommes après, au début, dans les toutes premières années du XXe siècle. La revanche contre l'Allemagne prend un accent de plus en plus marqué et de plus en plus menaçant. Et les trois ouvrages de Barrès qui sont dans cette série, eh bien, sont consacrés à ce thème-là. Parmi également ces romans les plus connus, il faut citer Colette Baudoche, qui sera un véritable succès littéraire. Je crois qu'il a fait 40 000 exemplaires, ce qui était énorme à l'époque pour un roman. Alors c'est vrai qu'il était membre de l'Académie française, ce qui donne un coup de pouce pour être édité et bien publié. Et puis également la colline inspirée, qui est peut-être l'un de ses plus beaux textes. Durant la guerre, il a un rôle extrêmement important, même si Romain Rolland, vous savez, le pacifiste Romain Rolland l'avait traité de rossignol du carnage. On doit considérer qu'il a au contraire, par ses chroniques quasiment quotidiennes dans le quotidien L'Écho de Paris, était l'un des plus fervents soutiens du patriotisme et des efforts, des encouragements plutôt, que les soldats qui étaient sur le front avaient besoin de la part de l'arrière. Je disais également tout à l'heure en commençant, et c'est un aspect important de Barrès, qu'il est l'un des pères fondateurs du nationalisme. Le terme même d'ailleurs de nationalisme, je crois qu'on peut dire qu'il est l'un des tout premiers à l'avoir utilisé dans un article du Figaro de 1892. Alors c'était certes un article qui s'intitulait « Les nationalistes et les cosmopolites », qui était consacré à la littérature, mais en tout état de cause, il a véritablement été un des initiateurs de ce mouvement politique qui est né en France à la fin du XIXe siècle. Son nationalisme, c'est davantage un nationalisme de cœur que de raison, ce qui est également une manière de l'opposer à Maurras. Et vous savez qu'on a à la fois besoin d'un cœur et d'une raison. Ça marche mieux comme ça. Il y a notamment dans La colline inspirée des pages qui sont à la fois émouvantes et très belles sur l'idée de la patrie charnelle, avec le dialogue entre la prairie et la chapelle, sur l'un des grands thèmes de Barrès également, c'est la terre et les morts. Pour montrer que il y a un véritable enracinement de l'homme dans sa patrie, une patrie qu'il a également découvert ou redécouvert peut-être par l'intermédiaire de la Lorraine, par l'intermédiaire de ce qu'il appelait sa petite patrie. Et il est important de noter que nous sommes là au milieu à peu près des années 1890, au moment où Maurras, avec Mistral, s'intéresse au fédéralisme, et ce sera également un critère, un lien qui les réunira. Le nationalisme de Barrès, il est tout sauf étriqué. Vous savez que c'est souvent une critique que les contempteurs du nationalisme en font. Barrès, c'est tout le contraire.
C'est un grand voyageur. Il a passé une grande partie de son temps dans la Méditerranée, l'Orient, Venise, et il y a puisé également dans l'ensemble de ses sources anciennes un certain nombre d'élans pour nourrir sa pensée. Bon. Pour terminer sur ce rapide survol, je dis un mot parce qu'on ne peut pas l'évincer de son antisémitisme. Parce que si, vous le savez sans doute, si Maurice Barrès aujourd'hui a mauvaise presse dans une certaine presse, c'est qu'on ressort tout de suite son antisémitisme. Il a été effectivement un fer de lance de l'antidreyfusisme. Il était d'ailleurs antisémite avant même l'affaire Dreyfus, puisque dans sa première campagne législative, j'ai retrouvé des discours qui sont effectivement très marqués de ce point de vue-là, très marqués, mais qui sont, si je puis dire, dans la norme de cette époque-là, puisque un certain antisémitisme était, c'est un constat, largement répandu. Jaurès lui-même, par exemple, mais on pourrait citer d'autres personnes ancrées à gauche, ont été effectivement marquées par un certain antisémitisme, en tout cas avant l'affaire Dreyfus. Après l'affaire Dreyfus, Barrès a, si je puis dire, laissé de côté cet aspect, ce qui démontre d'ailleurs qu'il n'était absolument pas fondamental dans sa pensée et dans, si l'on peut dire, dans son système doctrinal. J'emploie le terme avec guillemets parce que chez Barrès, il n'y a rien de véritablement systématique. Il serait plutôt un romantique et un sentimental qu'un doctrinaire rationnel. Et d'ailleurs, cet antisémitisme est tellement peu important dans la construction de son œuvre que dans un beau petit livre, petit par le format et par la taille, qui s'appelle « Les familles spirituelles de la France » en 1916 ou 1917, eh bien, il a rendu hommage aux efforts, aux souffrances, aux engagements pris par la communauté juive, au même titre d'ailleurs que toutes les autres communautés nationales pendant la Grande Guerre. Donc, il fallait effectivement le préciser, ne serait-ce que pour montrer que cet antisémitisme ne doit absolument pas être l'arbre qui cache la forêt de Maurice Barrès. Son œuvre n'en pâtit pas et il n'a jamais effectivement été dans la suite de son œuvre marqué par cet élément. Alors, venons-en maintenant, ou revenons en 1893 pour évoquer les circonstances dans lesquelles il est amené à écrire cette pièce « Une journée parlementaire ». Je vous l'ai dit, en septembre 1893, il se représente aux élections législatives. Alors, il quitte Nancy pour se présenter à Neuilly, puisqu'il est désormais installé à Paris. Il est battu, de 45 voix, je crois, mais il est battu. C'est une déception énorme pour lui. Parce que même s'il n'avait pas eu un rôle extrêmement dynamique à la Chambre pendant son premier mandat, il avait pris à cœur cette fonction et il est d'autant plus amèrement déçu que ces élections, en tout cas la campagne de 1893, durant l'été 93, s'est déroulée sur le thème
d'un certain antiparlementarisme et plus précisément sur le thème de la corruption parlementaire, puisque les derniers mois avaient été marqués à la Chambre des députés par le scandale de l'affaire de Panama. L'affaire de Panama, en deux mots, la construction donc, du canal de Panama, qui a nécessité beaucoup d'argent, le recours à des appels à des fonds publics, le lancement d'emprunts obligataires de la part donc, des investisseurs, parmi lesquels il y avait Ferdinand de Lesseps au premier rang. Et pour recourir à l'emprunt obligataire, eh bien, il faut un vote de l'Assemblée du législateur. Et pour voter, bien évidemment, il faut convaincre des députés. Et dans le milieu des affaires, quoi de mieux pour convaincre des députés que de leur graisser la patte. Ça n'a pas été le premier scandale de la Troisième République naissante. Il y avait eu avant l'affaire des décorations qui a valu au président de la République, Jules Grévy, de devoir démissionner puisque c'était son gendre, je crois, qui se livrait à un juteux trafic de décorations. Donc c'est une pratique qui est malheureusement assez courante à l'époque et il y a eu des débats très virulents à la Chambre des députés en fin d'année 1892 pour créer une commission parlementaire de manière à juger les parlementaires qui avaient reçu des fonds de cette manière, c'est-à-dire les parlementaires que l'on appelait les chécards. C'est l'expression qui était utilisée, qui est tout à fait parlante à défaut d'être comment dirais-je, élégante. Et malheureusement, ce scandale va faire un flop puisque les républicains opportunistes, c'est le groupe majoritaire, va gagner les élections. On sait très bien que les électeurs sont parfois très oublieux, va gagner les élections et donc c'est une cruelle déception pour Maurice Barrès qui, dans le Figaro de cette époque-là, à l'occasion d'une interview, dit « Je quitte le Palais Bourbon avec la conviction que l'indélicatesse de notre personnel politique n'est pas contestable. » Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Alors, il est quand même un peu désœuvré et il a très rapidement l'idée de continuer le combat contre la corruption parlementaire avec sa plume et de réaliser une pièce de théâtre. Parce qu'effectivement, le théâtre, ça permet une diffusion beaucoup plus large que des petits ouvrages. Alors, je sais que celui-là va être très largement diffusé, mais les livres de Barrès à l'époque, ils sont lus par une minorité évidemment d'intellectuels, donc par conséquent leur retentissement n'est pas si important que ça, alors que le théâtre, n'oubliez pas, on est en 1893, le cinéma n'existe pas, la télévision, je n'en parle pas, la radio non plus, et le théâtre, eh bien, c'est à la fois un moyen de loisir qui est recherché et dans toutes les couches sociales, puisqu'il y a plusieurs catégories, si l'on peut dire, de pièces de théâtre. Il y en a pour tous les niveaux. Et Barrès se dit, ma foi, que eh bien, ça permettrait une diffusion très large, un peu comme une campagne électorale, et il se lance dans cette pièce. Il annonce à la fin de l'année 1893 qu'elle est quasiment prête. Et la presse, en janvier 1894, commence à en parler dans des indiscrétions. Et alors,
il faut préciser également qu'à cette époque-là, le théâtre n'est pas véritablement libre. Parce que la représentation d'une pièce de théâtre est soumise à un visa de la censure qui dépend du gouvernement et plus précisément du ministère des Beaux-Arts. Il n'y a pas de ministère de la Culture à l'époque. Donc tout directeur de théâtre qui veut faire représenter une pièce doit solliciter le visa de la censure. Et Barrès a toujours pensé, il l'a écrit, que alors qu'il n'avait absolument pas diffusé à droite ou à gauche le texte de sa pièce, mais qu'il avait été simplement remis au service de la censure, que certains membres de cette commission l'avaient diffusé pour que la presse ou qu'une certaine presse en répande certaines indiscrétions pour créer finalement une sorte de mini-scandale qui permettra ensuite au gouvernement de décider d'interdire cette pièce. Puisque, effectivement, le gouvernement et la majorité de l'époque n'étaient absolument pas enthousiastes à l'idée qu'un écrivain, ancien député, politiquement engagé contre la corruption parlementaire, de surcroît talentueux, présente une pièce de théâtre à un public élargi qui aurait consisté finalement à, si vous me permettez l'expression, rejouer l'affaire du Panama. Donc la pièce va être interdite au cours du mois de janvier 1894 et de manière, alors pas forcément paradoxale, parce que c'est toujours d'actualité, hein, quand quelque chose est interdit, eh bien finalement on en parle plus que s'il n'avait pas été interdit. Donc tous les journaux de la fin du mois de janvier ou du début du mois de février 1994 sont remplis d'articles sur le sujet. Barrès lui-même ne va pas baisser pavillon, va décider de faire publier le texte de la pièce. Ça va être publié, je crois, à 15 000 exemplaires. Le Figaro, qui est un journal dans lequel il écrit régulièrement, va publier un supplément avec le texte de la pièce. Et l'un des amis de Barrès, qui s'appelle Georges Bonamour, va lui rédiger un roman feuilleton tiré donc une adaptation de la pièce qui va paraître pendant presque 2 mois, jusqu'au début du mois d'avril, dans un autre quotidien, en l'occurrence l'Écho de Paris. Donc cette pièce finalement, bien qu'elle soit interdite, elle va connaître à l'époque une diffusion et un retentissement particulièrement important. Alors, j'en viens maintenant donc à la pièce en question. Elle a été interdite, mais elle a quand même été représentée. Elle a quand même été représentée 5 fois parce que certains théâtres qui fonctionnaient sur abonnement n'étaient pas soumis au régime de la censure, en ce sens que finalement c'était des représentations privées qui étaient limitées uniquement à certaines personnes, et c'est le Figaro, le journal Le Figaro, qui va financer donc la première représentation pour ses abonnés au Théâtre Libre. Le Théâtre Libre, il est dirigé par un certain André Antoine, qui a ensuite donné son nom donc au Théâtre Antoine, qui existe toujours. Et à partir du 23 février 1894, donc je me répète, mais il y a quasiment 130 ans jour pour jour, la pièce va être représentée à 5 reprises, donc une fois sous l'égide du Figaro, une autre fois sous l'égide de la Libre Parole, le journal de Drummond, et puis également 3 autres fois. Donc cette pièce, on pourrait la qualifier de pièce à thèse, hein, comme on dit un roman à thèse, parce que son objet est de dénoncer
les mœurs, ou la dérive en tout cas des mœurs parlementaires, et plus particulièrement la corruption. C'est une pièce qui est courte, hein, vous voyez oui, c'est court, ça se lit en moins d'1 heure. Il y a 3 actes, une unité de temps, puisque ça se déroule grosso modo entre 6 heures du matin et minuit, et presque une unité de lieu, puisque l'acte 1 et l'acte 3 se déroulent dans l'appartement du personnage principal, dont je vais vous parler dans un instant, et le second acte eh bien, au sein de l'Assemblée nationale. Donc le personnage principal, c'est un certain André Thuringe, donc c'est un député. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse parce que c'est intéressant sur le plan strictement littéraire de voir que ce député est un ancien professeur de philosophie, comme le sera l'un des personnages principaux du roman Les Déracinés, Bouteiller, pour ceux qui ont lu Les Déracinés, et on sait que pour Bouteiller, Barrès a puisé son inspiration dans son professeur de philosophie au lycée de Nancy, qui s'appelait Auguste Burdeau, et qui va lui-même avoir par la suite une carrière de parlementaire et même, je crois, de ministre. Donc, bon, c'est intéressant de noter que l'inspiration de l'auteur provient sans doute de son histoire personnelle. Donc, ce Thuringe, vous disais-je, il se réveille un beau matin en recevant l'exemplaire d'un journal dans lequel on menace de dénoncer qu'il a reçu de l'argent de la part de financiers. Alors dans la pièce, il s'agit de je ne sais plus quel syndicat industriel qui veut faire du lobbying, comme on dit aujourd'hui, auprès des parlementaires pour faire voter des droits de douane qui évidemment arrangeraient le syndicat industriel en question pour priver la concurrence. Ce Thuringe, il est accompagné dans la pièce par un directeur de journal. Donc la pièce montre également les liens véritablement incestueux entre la presse politique à l'époque et le personnel politique. Je voulais vous citer là-dessus quand même l'extrait d'un dialogue entre le directeur du journal et le fameux Thuringe. Donc le journaliste dit à Thuringe, en diffamant, je rétablis la vérité, virgule, j'éclaire le pays. Et Thuringe lui rétorque, et moi, en achetant, je compose une majorité, je gouverne pour le bien du pays. Voilà. Donc, alors, on a effectivement dans cette pièce, qui, je vous le disais, est extrêmement haletante et nous emmène quand même d'un dialogue à l'autre dans un suspense jusqu'au bout. On a toutes les variantes de la duplicité, du mensonge et de la trahison, puisque le marché, notamment que propose le directeur de journal à Thuringe, eh bien, c'est de ne pas publier les informations anonymes qu'il possède sur lui, à condition qu'il lui donne lui-même des informations sur 2 ou 3 de ses collègues, puisque bien évidemment, il n'en manque certainement pas. Et le Thuringe répond dans un premier temps en se drapant avec son écharpe de parlementaire.
Je suis attaqué pour avoir toujours placé la République et le pays au-dessus des intérêts particuliers, dit-il. C'est-à-dire que, véritablement, Barrès nous montre là le sentiment de toute puissance et d'impunité qui peut exister et qui va très vite, d'ailleurs, laisser place à la peur, la panique, chez cet homme qui voit finalement au fil des pages et des dialogues que tout le monde l'abandonne. Et je terminerai seulement, mais ça ne dévoile rien du tout, par la dernière réplique de la pièce, qui est dans la bouche de l'épouse donc du député Thuringe, qui parle à son enfant et qui lui dit « Regarde, petit enfant, regarde bien ces hommes et apprends à les mépriser, ce sont tous des canailles. » Voilà, c'est la conclusion de cette pièce. Conclusion à la fois brutale et bien sentie, mais également pleine d'esprit, puisque on peut y déceler l'allégorie entre le bien et le mal, le bien ou la pureté que représente ce petit enfant face au mal incarné donc par ces fameuses canailles. Voilà. Donc l'antiparlementarisme de Barrès naît littérairement avec cette pièce. Il aura une continuité assez conséquente, puisque une grande partie de son œuvre littéraire postérieure va être marquée par ce thème-là. Bon. Dans les déracinés, pas trop, mais l'appel aux soldats et puis surtout leur figure, qui est le récit romancé de l'affaire du scandale de Panama, est consacré à ce thème. Il y aura par la suite d'autres textes. Il y a notamment un texte en 1914, juste avant le début de la guerre, qui s'appelle « Dans le cloaque », où Barrès raconte sa participation à une autre commission parlementaire pour une autre affaire qui s'appelait l'affaire Rochette, une affaire un peu du même style ou du style de l'affaire Stavisky quelques décennies plus tard. Donc vous voyez, l'antiparlementarisme est un sujet qui a intéressé Maurice Barrès de très près. C'est véritablement une constante dans son engagement à la fois comme député et dans son œuvre littéraire. C'est une des raisons pour lesquelles cette pièce donc est un texte particulièrement important. Alors, c'est très bien de l'avoir republié. Je pense que ce serait mieux, à la fois pour lui donner le retentissement théâtral dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi pour, non pas venger, mais en tout cas satisfaire les vœux et peut-être la mémoire de Maurice Barrès de trouver une troupe théâtrale qui s'intéresserait à mettre en scène cette pièce et la diffuser. Donc je terminerai sur ce vœu et je laisse la parole pour une sorte de feu d'artifice final à Frédéric qui... Merci Olivier. Donc juste, pas du tout à feu d'artifice, plutôt un éteignoir, mais quelques mots donc sur ces questions d'antiparlementarisme, qui est effectivement le centre de cette pièce. Hein. Olivier vous l'a pas dit, mais si vous avez jeté un coup d'œil, vous avez pu le voir. C'est dédié, la pièce de Barrès est dédiée aux républicains antiparlementaires. Et
Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles la chose m'a intéressé. La combinaison entre républicain et antiparlementaire. Pourquoi? Il y a parce que, voilà, quand j'étais, il y a 40 ans, quand j'ai rencontré Olivier Côté, que j'étais le responsable de la section d'AF de Rouen, je rappelais aux jeunes militants, notamment le serment de la Ligue d'Action française, et dans lequel figure notamment le terme d'antiparlementarisme, comme s'il s'agissait effectivement de l'un des piliers, au fond, fondamentaux de la doctrine qu'on appelle à l'époque, entre guillemets, néo-royaliste, la pensée maurassienne. Voilà. Voilà, cet antiparlementarisme, donc j'ai fini presque par le confondre avec voilà, la pensée maurassienne, la pensée royaliste, la pensée de Maurras, et je ne voyais pas voilà, le problème. Alors qu'en réalité, lorsqu'on y songe, alors je vais parler un petit peu du passé et aussi de l'actualité, lorsqu'on y songe, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, il y a un problème d'abord généalogique, si je puis dire, puisque alors, Olivier vient de nous dire que effectivement, c'est le moment où Barrès exprime clairement la dimension anti-parlementaire, donc de sa pensée et ensuite de son œuvre. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'à l'époque, lorsqu'il écrit sa pièce en 93, le terme même d'antiparlementarisme, si je puis dire, vient de sortir. J'en discutais avec mon ami tout à l'heure qui me disait, oui, mais sous la monarchie de Juillet, sous la Restauration, il y a déjà des gens qui sont contre le Parlement, qui disent, voilà, qui critiquent les méthodes du Parlement, qui critiquent les déviances, etc., etc. Et elle me posait la question, est-ce que c'est pas de l'antiparlementarisme, ça, déjà? Et je lui répondais, non, en fait, ce serait comme appeler ça de l'antiparlementarisme sous la monarchie de Juillet, ce serait par exemple comme de dire que ceux qui étaient hostiles au partage des biens au XVIe siècle étaient des anticommunistes. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, il y a dans les deux cas, dans l'anticommunisme et dans l'hostilité au partage des biens, il y a des ressemblances, mais c'est pas la même chose. L'anticommunisme suppose que le communisme existe. De même, en fait, c'est là que je veux en venir, l'antiparlementarisme suppose que le parlementarisme soit effectivement en place, autrement dit un système dans lequel le Parlement est très puissant, voire tout puissant, et a la capacité, la possibilité, comme dans la pièce de Barrès, d'abuser de son pouvoir et de faire n'importe quoi, notamment, c'est ce que va lui reprocher Maurras en particulier, de bloquer finalement le pouvoir, de bloquer le bon fonctionnement de l'État, d'empêcher cet État de faire ce qu'il doit, de casser la dynamique du gouvernement, etc. Bref, en fait, il ne peut y avoir d'antiparlementarisme que quand il y a un parlementarisme. Et je dirais même que quand il y a un parlementarisme républicain, un parlementarisme en république. Pourquoi? Parce que dans une monarchie, au fond, comme c'est le cas sous la monarchie de Juillet, par exemple, ou même sous la Restauration, lorsqu'il y a une monarchie et qu'il y a un parlement qui fonctionne et qu'on a une sorte déjà de régime parlementaire, le monarque fait contrepoids finalement. Le Parlement ne peut jamais être tout puissant finalement dès lors qu'il y a en face de lui, même dans un régime parlementaire de type monarchie de Juillet, il y a un roi qui bénéficie d'une légitimité qui n'est pas la même que la sienne et qui par conséquent l'empêche d'abuser. En République en revanche, et c'est le cas notamment sous la Troisième République, c'est possible parce qu'au fond le président, le gouvernement et l'Assemblée ont la même source de légitimité. Dans les trois cas, c'est une unité démocratique, populaire, etc. Et par ailleurs, sous la Troisième République, les choses commencent... En fait, le parlementarisme commence à dévier et à devenir tout puissant
à partir du moment où les républicains, les vrais républicains, prennent le pouvoir, c'est-à-dire en fait dans les années 1870-1880, ce qu'on appelle la République des républicains. Et en fait, je vous disais tout à l'heure que le mot antiparlementarisme a été inventé très peu de temps avant la pièce. J'ai fait des recherches un peu pointues sur la question, et on peut maintenant, grâce à Gallica, trouver des choses absolument incroyables. Et j'ai pu voir que, en fait, le mot est inventé par un républicain. Un républicain plébiscitaire, donc voilà, proche des milieux bonapartistes, et il est inventé donc au cours de l'année, à la fin de l'année 1886, et la presse en parle essentiellement à partir de 87. 87, 88. Donc vous voyez, il n'y a vraiment que quelques années entre l'invention du mot, qui va être assez rapidement, effectivement, à partir de 88-89, récupéré par les milieux boulangistes, notamment par Alfred Naquet, qui est un des grands patrons du boulangisme de l'époque. Mais voilà, entre l'invention du mot 86 et ses premières utilisations un peu développées, 88, 89, 90 avec Boulanger, on est quand même vraiment... voilà. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que Maurice Barrès récupère un mot et un concept à la mode. Et au fond, et c'est là que je veux en revenir aussi, c'est ce que fait aussi Maurras, me semble-t-il, au fond, à la fin des années 90, notamment en 1899, lorsqu'est fondée l'Action française, et que ce terme d'antiparlementarisme est effectivement très présent dans les esprits. Il correspond en outre voilà, à la volonté de contrebalancer une réalité de plus en plus évidente, c'est-à-dire la toute-puissance du Parlement sous la Troisième République, avec un président de la République qui est complètement enchaîné, qui a été privé notamment de son arme principale, qui était le droit de dissolution, et un président du Conseil qui n'est au fond que le serviteur, je dirais presque le larbin parfois, du Parlement, et notamment de la Chambre des députés. Donc voilà, en fait ce que je veux dire par là, c'est que lorsque Maurras récupère ce terme d'antiparlementarisme, il récupère un concept à la mode, un concept qui est très présent dans les discours, la rhétorique du moment, et au fond, voilà, il joue un jeu politique, et on est, me semble-t-il, au fond, et je pense qu'on pourrait à beaucoup d'égards dire la même chose pour l'antisémitisme de Maurras, on est dans quelque chose qui relève beaucoup plus d'une tactique politique, et je dirais presque électorale, enfin, je parlerais presque de marketing politique, que dans quelque chose de plus fondamental que ça. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les textes de Maurras, au fond, lui-même en parle peu, voire très peu. Et ça n'est que, finalement, tardivement, que d'autres membres de l'Action française, tardivement, c'est-à-dire au début du XXe siècle, voire même après la Première Guerre mondiale, que d'autres représentants éminents de l'Action française donc, vont développer cette thématique-là. L'un des plus connus étant évidemment Léon Daudet, qui, au fond, connaît un peu le même type d'aventure de ce point de vue-là que Barrès, c'est-à-dire hostile au Parlement, puis élu député en 1919 lors des élections à la Chambre Bleu Horizon, puis battu, comme tout le monde, en 1924, et donc nourrissant à partir de là, évidemment, une hostilité, une rancœur très forte contre le Parlement. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, avec ce petit texte de Barrès, on a non seulement un petit bouquin qui se lit très bien, qui est une sorte de petit thriller politique, je dirais, parce que
voilà, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas comment ça va arriver. Il y a de plus en plus de menaces qui s'amoncellent sur la tête de Thuringe, qui lui-même se montre de plus en plus épouvantable et voilà, critiquable. Olivier vous a parlé de trahison tout à l'heure, mais en fait, ce qui est d'absolument fascinant dans cette pièce, c'est que tout le monde trahit tout le monde. Et notamment, par exemple, que Madame Thuringe, celle qui se plaint à la fin, elle a été chippée par Thuringe à un autre parlementaire dont il a été lui-même plus ou moins le secrétaire, etc. Et voilà, c'est une espèce de milieu qui est intégralement épouvantable et voilà. On est vraiment dans un texte qui est tout à fait intéressant, tout à fait bien, et qui effectivement mériterait largement d'être monté soit effectivement sous forme de pièces de théâtre, soit pourquoi pas sous forme de film. Hein, on verrait très bien un petit film comme ça sous la caméra d'une jeune cinéaste qui fait des films tout à fait intéressants à cet égard. Et donc, l'autre élément, donc, c'était pour vous dire que, voilà, enfin, pour dire que on peut le discuter, on peut en débattre, etc. Mais je pense qu'effectivement, réflexion faite, l'antiparlementarisme est quelque chose qui est lié à une thématique républicaine. Son inventeur est républicain et clairement anti-monarchiste. Une thématique républicaine et plébiscitaire. Mais qu'il n'est pas consubstantiel, on va dire, d'une pensée monarchiste, que, a priori, l'antiparlementarisme n'a pas de raison d'être dans un système monarchique véritable, et que, pour terminer la chose, voilà, sous la Ve République, qui est, qu'on le veuille ou non, une sorte de monarchie républicaine, entre guillemets, l'antiparlementarisme a perdu à peu près tout son sens, et pour une raison très simple, c'est que le Parlement a perdu tous ses pouvoirs, le Parlement obéit au doigt et à l'œil finalement au chef de l'État, sauf en période de cohabitation, mais on n'en a plus depuis quelques temps maintenant, depuis 2002, donc voilà. L'antiparlementarisme, donc la conclusion de mes réflexions, c'est que l'antiparlementarisme, 1, n'est pas consubstantiel à la pensée royaliste et maurassienne, et que 2, depuis 1958, il n'a plus tellement de raison d'être dans notre propre combat et dans notre discours. On a beaucoup d'autres ennemis, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus inquiétants que, finalement, ce pauvre petit Parlement qui n'est plus que la 5e roue du carrosse de ce système politique dont nous appelons la remise en cause. Voilà. Bravo.